La Tech dans les nuages, c'est le podcast qui explore les histoires fascinantes du numérique d'hier, d'aujourd'hui et même de demain. Et pour cet épisode numéro 3, ce sera un épisode que l'on va qualifier d'intimiste, où je suis avec mon date du soir. Salut Néo, comment tu vas? Salut Boki. Eh ben écoute, impeccable comme à chaque fois qu'on tourne un nouvel épisode de notre podcast. Tout à En plus, fait, comme tu l'as dit, on va être tous les deux ce soir. Ça va être l'occasion d'apprendre à se connaître. un peu plus. Ouais, On n'a pas menti à nos auditeurs en disant comme quoi on aurait des invités sur la plupart des émissions. Là, c'était pas un manque d'invités, mais plutôt un manque de préparation qu'on a eu. Voilà, des plannings perso qui ne permettent pas de pouvoir faire tout ce que l'on souhaite. On s'est dit, on va quand même proposer quelque chose d'intéressant pour les personnes qui nous écoutent, mais cette fois-ci sans invité, donc ça sera une émission qui, je pense, sera peut-être un peu plus court, car on n'aura pas l'apport de connaissances des personnes qui viennent sur la chaîne ponctuellement, mais j'espère qu'on trouvera intéressé nos auditeurs. Pour commencer, tu souhaitais faire un petit flashback, point sur les statistiques de notre émission. exactement, ouais. Alors, un petit flashback déjà sur l'évolution de notre podcast. On en est à notre 200e auditeur, alors auditeur unique, hein. Ok, Je reprends les stats en direct live pour nos auditeurs. On a donc 200 auditeurs uniques et on est à peu près 368 écoutes. Je ne sais pas de ton côté, mais moi de mon côté, j'avais pas forcément d'attente particulière, donc finalement, je j'ai pas d'avis sur où on en est. ni heureux ni déçu. Ouais, c'est On ça, prend l'information comme elle est. En exactement. effet, sur le monde du podcast, pareil, j'ai pas toutes ces statistiques pour dire c'est bien, c'est pas bien par rapport à ce que l'on produit. Je Mm. sais que mes premières années sur YouTube, ma première année surtout, il y avait des vidéos qui parfois faisaient 10, 20 vues. D'un seul coup, il y avait des vidéos qui en faisaient 2000, 5000. Il n'y a pas vraiment de règles. Je me dis que pour le podcast, ça va être comme ça, possiblement ronronnant un peu au départ. Et si on trouve notre cible et en faisant preuve de régularité et de qualité, on arrivera peut-être à progresser un peu au niveau des stats. Mais j'ai envie de dire, Mm. c'est pas forcément là l'essentiel. Le but, c'est pas d'être demain le podcast numéro un sur la tech. C'est vrai qu'on se fait plaisir à chaque fois et j'espère que du coup que ça se ressent à l'écoute de l'autre côté du micro. J'ai vu également dans le conducteur qui déborde de choses que tu avais parlé du résultat du sondage qu'on avait mis en place le mois passé, pardon. Ouais, alors parlons-en, ouais, du sondage. Alors déjà, ce sondage, qu'est-ce qu'il sonde? Alors, la question, c'était sous quel format préféreriez-vous que La tête dans les nuages soit diffusée en plus de l'épisode complet chapitré? La question sous-jacente, c'était est-ce que, en plus de l'épisode complet, on découpe des petits morceaux qui correspondent à chacune de nos chroniques, en fait, plus enfin, les échanges avec l'invité, ou alors est-ce qu'on reste sur un format complet, Mais chapitré. mais chapitré? Effectivement, là normalement, vos serviteurs ont fait le travail. Tous les épisodes sont chapitrés, aussi bien sur les plateformes podcast que sur YouTube. Ouais, tout à fait. On est à jour dans les chapitres. Bon, alors, on peut pas dire que le sondage ait passionné les foules, hein. L'échantillon n'est pas vraiment, j'ai que le terme en anglais, Représentatif. je vais dire relevant, mais oui, Non, représentatif. c'est pas très représentatif. On avait deux grandes plateformes de sondage. La plateforme de Spotify, qui d'ailleurs est la plateforme la plus représentée dans nos écoutes, hein. Quasiment 40% de Ouais. nos auditeurs sont sur Spotify. Alors là, c'est simple. Il n'y a eu qu'une seule participation. Étant donné que j'ai moi-même participé, je pense sa- savoir d'où les résultats proviennent. Ouais. Et la deuxième partie, c'est Framaform. Ben oui, parce que le libriste que je suis ne pouvait pas faire autrement que de passer par cette jolie plateforme. Si vous avez des sondages à faire, enfin des questions à poser, c'est vraiment un site très très bien fait. Alors là, pour le coup, on a 100% de réponses identiques Mhm. qui sont de laisser l'épisode en entier uniquement. Bon, Ok. malheureusement, on parlait d'échantillons non représentatifs. On n'a que 4 personnes qui ont su vaincre leur timidité pour cliquer sur ce joli petit sondage.
D'accord, donc ça va pas forcément répondre à l'interrogation que l'on se pose, parce que voilà, faut expliquer un peu les choses. C'est que tous les deux, on a des opinions qui sont un peu différentes sur le pourquoi du comment. L'un pense qu'il faudrait mieux tout couper, l'autre plus se mettre informellement avec des chapitres, avec nos Ouais. arguments qui s'entendent. Et on s'est dit pourquoi ne pas demander à ceux qui nous écoutent, parce que c'est eux que ça concerne en premier. Mais à ce jour, on peut pas vraiment dire que on peut trancher avec l'avis de 4 personnes, dont toi. Oui, et en plus, ouais, c'est ça. Moi, je viens fausser tout ça, donc bon, c'est pas bien grave. On fera le point peut-être un petit peu plus tard. On verra Ouais, ouais, où on en est. je pense. Et comme on l'a dit, cette année, c'est une année, parce qu'on espère en faire pendant longtemps du podcast, une année où on apprend, où on expérimente. Aujourd'hui, vous aurez le podcast sur une certaine forme, peut-être que demain, ce sera différent, on verra. Exactement. Donc ce qui suivait ces introductions en général, c'était le je m'en fous pas. Et là, Néo a voulu faire une petite variante et a fait preuve d'une grande créativité avec le plutôt. C'est simple, le plus tôt, je vais donc poser des questions. Alors, je propose deux versions, plutôt A ou plutôt B. Et donc, chacun de nous devra répondre, sachant que on a la possibilité de choisir C, c'est-à-dire Ah. complètement autre chose. Et non, pas A, C. Hmm. Tu vois l'idée? Et tout ça dans une argumentation limitée. Exactement. L'idée, c'est que il faut qu'on puisse argumenter en 2 lignes. Alors, dans un podcast, on adaptera. Vous avez compris l'idée? Ok, on essaiera d'être le plus concis possible. Ça va permettre aussi à nos auditeurs d'un peu plus nous connaître, savoir nos affinités sur des choses en lien, je suppose, majoritairement avec le numérique. Oui, alors je spoil pas, mais effectivement, la majorité des propositions tournent autour de l'informatique. Et je précise avant de commencer que, alors certains diront que je n'ai pas travaillé, mais que je n'ai pas vu ce que tu as produit au niveau de cette petite animation. C'est vrai. Et ben, ça rendra la chose encore plus rigolote, je pense. Ouais. Eh ben, écoute, on attaque avec un classique. Plutôt Windows ou plutôt Linux? Oui, c'est vrai qu'avant d'argumenter, il faut répondre à la question. Ouais. Euh, Ça va être compliqué. Bon, alors je vois que tu hésites. Je Ouais. t'avoue que même moi, sur cette question-là, je pourrais pas répondre euh, de manière très arbitraire, mais je pense que tu peux nous décrire quel usage, quel choix pour quel usage. Windows pour une grosse partie pro, parce que on a des outils au travail où c'est sur Windows et on n'a pas la notion de choix. Et Linux dès que je peux. Mon cœur dit Linux et la raison, le travail, les obligations me disent Windows. Ok, ça me Et va comme toi? réponse. Eh ben écoute, moi, c'est Linux le choix, et évidemment, je pense que vous l'aurez deviné déjà dans les premiers épisodes, on a déjà évoqué vaguement le sujet. Linux tant que je peux, très clairement, que ce soit même côté pro, côté perso, euh, côté Home Lab, puisque on a enfin, tous les deux, on a des Home Lab qui sont très rattachés à Linux, hein. Ouais. Et Windows, la seule raison pour laquelle je garde Windows, c'est pour jouer. Et encore, ça tend à disparaître. J'ai craqué, oui, je le répète à chaque épisode, mais j'ai craqué pour une Steam Deck il y a quelques mois. Et voilà, le PC gaming devrait suivre. Je pense que d'ici la fin de la première saison de ce podcast, je, je ne tournerai plus sous Windows, même sur la machine de jeu. Possiblement, s'ils sortent une nouvelle version de SteamOS Ils très en parlent. optimisée pour les machines. Aujourd'hui, c'est encore assez fermé, vraiment consacré à certains types de hardware, quoi. Alors ils en parlent, ouais, on en profite pour faire un petit écart avec l'actu. Ils en parlent là, Steam annonce dans sa version, si on est rattaché à la Steam Deck par exemple, sur la branche preview, donc qui est vraiment la branche très très en avant, très très test, hein. Pour donner une idée, il y a la branche sable, la branche bêta et la branche preview qui est encore avant ça. Et donc la branche preview prévoit de pouvoir installer le SteamOS sur des machines
comme la Steam Deck, je pense au Lenovo Legion, c'est quoi? C'est Aya, Neo, j'ai plus les Ouais, là, il références y a en. Neo, ouais. Mm. Et MSI Cloud, je crois. Ouais. Puis Ouais, la Asus ROG Ally aussi. ouais, voilà, c'est ça. La dernière ref, c'était celle-là. Et tout porte à croire que. Et on en avait discuté avec Pascal, si je me souviens bien. Ouais. Tout porte à croire que Valve va pousser pour être installable sur des machines type desktop de bureau. En espérant qu'il n'y ait pas de souci avec les systèmes anti-cheat, parce que sinon, en termes d'expérience, bah, Mm. ça peut être encore limitant dans certains cas. Ouais, tout à fait. Alors ça, c'était la première proposition. On a peu argumenté sur notre choix, mais après, on a digressé sur autre chose. Ouais, mais ça me va. Ok, Honnêtement, on peut rester sur ce format-là. ça marche. Alors, plutôt private cloud ou self-hosted? Alors, en français, dans le texte, c'est est-ce que tu utilises plutôt des outils euh, info-nuagiques propriétaires ou plutôt de l'auto-hébergé? Alors, la question, là, tu la connais un peu. Je suis très, très, très auto-hébergé, hein. Ouais. Le self-hosting, c'est un peu la base de la chaîne au départ. Après, j'ai aussi quelques services sur des clouds privés, notamment professionnels, parce que j'ai pas la notion de choix à ce niveau. Ok, ok, ok. Et toi, je suppose full self-hosting ou Ouais, ouais, clairement. En fait, j'ai la chance d'être l'admin 6 au boulot. Donc, forcément, eh ben, c'est moi qui installe. Donc, enfin, c'est moi qui déploie pour être tout à fait précis. Et donc, bah, c'est de l'auto-héberger dès qu'on peut. En fait, j'ai pas d'exemple là de trucs pas auto-hébergés. Non, non, on a tout en auto-hébergé. Et puis, bah, comme tu le disais en perso, en fait, c'est une maladie. Une fois qu'on a mis le doigt dans l'auto-hébergement et qu'on se rend compte qu'on peut tout héberger à la maison, on a tendance à basculer de manière complètement radicale. Alors là, tu parles de self-hosting. Du coup, petite digression, hein, vu qu'on s'est autorisé sur ce format. On a prévu à terme de faire une émission relativement dense consacrée au self-hosting avec un ou des invités. Et c'est aussi une des raisons pourquoi on fait là cette émission où on est tous les deux. C'est que pour les émissions qui sont plus conséquentes, comme celle-ci, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, on a besoin de travailler les choses pour proposer quelque chose de cohérent et d'audible. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne serait pas un expert sur tout ce qui est lié à l'auto-hébergement, il faut qu'il puisse être curieux, intéressé et comprendre une partie des choses. Et c'est pas si simple à faire. Donc l'émission self-hosting, j'ai hâte, comme plein d'autres thématiques, mais on les réfrène pour le moment pour pouvoir bien les travailler et aussi nous travailler notre aisance, notamment en termes de dynamisme lors des émissions. Yes. Allez, on passe donc à la thématique suivante. Oui. Alors, plutôt FOSS ou plutôt propriétaire? Donc FOSS ou FLOSS, on trouve les deux sur les internets. C'est pour Free and Open Source Software. Donc en gros, les logiciels libres et open source. Enfin, libre, gratuit et open source, ou plutôt propriétaire. C'est un petit peu dans la lignée de ce qu'on vient de voir juste avant. Alors, 2025, j'irai plus sur du libre, mais c'est quelque chose qui a beaucoup évolué parce qu'avant j'étais vraiment full propriétaire et par choix. Mais j'ai tendance à migrer de plus en plus sur le libre dès lors où je trouve une alternative qui me convient, quitte à faire des sacrifices parfois. Non, pas des sacrifices, des concessions. On dit ça dans le libre, on fait pas de sacrifices, on fait des concessions. Alors moi, de mon côté, bah, je te rejoins complètement, hein. J'ai eu le même chemin où je suis passé par du tout propriétaire parce que je connaissais que ça ou parce que j'avais été formé, enfin formé, comment dire? C'est plutôt les outils que j'avais dans les mains qui étaient propriétaires. Et puis j'ai découvert le libre et l'open source. Ouais. Et c'est vrai que tu mets le doigt sur quelque chose qui est central quand on bascule, c'est les concessions. Euh, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à. De quoi on est prêt à se séparer comme confort, parce que souvent ce qui revient dans le logiciel propriétaire, c'est le confort d'utilisation. Alors, des fois, je dis pas, c'est effectivement du confort. Des fois, c'est juste une habitude, en fait, enfin, ou des habitudes.
quand on passe d'un logiciel à un autre, peu importe qu'il soit propriétaire ou open source, on change les habitudes et du coup, c'est toujours délicat. Est-ce que tu aurais un exemple, pardon, d'une bascule qui a été très difficile à faire pour toi sur un programme? Hem, sur de l'open source là, oui, Google Photos. On vient un petit peu sur le cloud, mais là, oui clairement, Google Photos, j'ai commencé à basculer, vers, Imish, Ouais. qui est, vraiment, l'équivalent. Enfin, on mettrait les Une 2 c'est une côte à côte. inspiration, Ça a été très, très inspiré, pardon. Non, non, ouais, clairement en termes d'interface, il y a pas, y a c'est le jeu des 7 erreurs, hein, donc je suis en train de basculer, mais bah, c'est compliqué parce que Google Photos s'est intégré à mon téléphone Android, et puis ça fait des années que je l'utilise, ça a des avantages indéniables, mais aussi des inconvénients qu'on met, sous le tapis, en fait, c'est aussi, je pense, ce qui ce qui donne le plus de soucis à basculer vers le libre, c'est c'est qu'en fait, on se rend pas compte des inconvénients du propriétaire. ou encore pire, on finit par se rendre compte aussi, des inconvénients. C'est dans les 2 cas. Mmh. Mais toi, du coup, tu avais une expérience comme ça De bascule de compliquée, bascule, ouais? alors il y a des choses que j'ai toujours pas réussi à basculer, par exemple, tout ce Oui. qui est Mmh. édition vidéo. Pour le moment, j'ai pas réussi à trouver quelque chose qui me permette de me passer, Adobe Premiere. Non pas qu'il y ait pas de solution, mais là, c'est plus une question de force de l'habitude Ah où ouais. j'ai pas le temps pour, réapprendre. Donc pour l'instant, mes limites, elles sont plus à ce niveau-là et je veux dire quelque chose par rapport à Imish qui est assez amusant. C'est que j'ai fait une vidéo tournée il y a plus d'un an sur Imish. Très content de la vidéo à l'époque. Très content de la vignette, j'avais fait une super vignette et tout. J'ai jamais sorti la vidéo. Et aujourd'hui, je la trouve nulle, cette vidéo. Et du coup, je pense que je referai une vidéo sur Imish potentiellement en 2025 pour le représenter à nouveau. Et aussi, je crois parce que au moment où je voulais sortir la vidéo, je crois que Corben sortait une vidéo sur Imish cette semaine-là. Je me suis dit, ah, c'est pas possible. On va dire, oui, il a tout pompé à Corben, machin. Alors que pas du tout. Mais bon. Ouais. Ouais, non, mais tu remarqueras, on a eu ce souci-là aussi, dans mes chroniques quand j'ai voulu aborder, de enfin Stuxnet, en tout cas ce genre d'opération et que, bah, à côté, on avait Silfkin et Micode qui Ouais, sortaient, tous les 2 une vidéo. Bon, voilà, ça vaut pas le coup de faire le forcing et de risquer de passer à côté clairement de quelque chose alors que leurs vidéos, enfin ouais, leurs, créations sont vraiment super bien faites. tout à fait. Et pour terminer sur Imish, je suis passé sur Imish, moi, il y a un peu plus de 6 mois maintenant sur mon environnement, personnel. J'ai pas eu de souci avec Google Photos parce que je ne, l'ai jamais utilisé. J'ai toujours désactivé parce que je voulais pas m'en servir. Par contre, moi, j'utilisais un autre service auto-hébergé qui est Nextcloud pour synchroniser toutes mes photos, sur mon propre, cloud, pour le coup. Mais j'avais noté des soucis avec Nextcloud, notamment au niveau de la stabilité de mon smartphone au moment des envois, au niveau de la consommation. Et depuis que j'ai basculé sur Imish, alors j'ai dû réapprendre parce que c'est pas le même système d'archivage que Nextcloud pour mes photos, mais le rendu final est quand même très satisfaisant d'un point de vue interface, ergonomie. Enfin, pour l'instant, je suis très très satisfait d'Imish, hein. OK, allez, je continue donc sur, on quitte un petit peu les thématiques, open source, libre, propriétaire. On aurait bien le temps d'y revenir. Je Ça fait aucun doute. Alors plutôt console ou plutôt PC? PC Master Race. Je vais dire PC. Si je devais argumenter, je dirais parce que la puissance que j'ai à la maison. Mais console portable. Par contre, console de salon, plus du tout. Alors je m'attendais à ce que tu répondes console, pour être, tout à fait honnête, connaissant ton appétence pour les consoles portables. Ouais. Pourquoi PC? Enfin, quand là, c'était sous-entendu en termes de gaming, Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Pourquoi PC? Parce que on parle toujours du compromis. Toutes les consoles portables, c'est un peu l'art du compromis. Avec celle console, je peux jouer à tel jeu, mais pas avec celui-ci, et ainsi de suite.
Avec le PC, je peux globalement jouer à la majorité de mes jeux. Ouais. Donc c'est pour le confort et la performance rassemblés au même endroit. Après, je t'avoue que avec la Asus ROG Ally, j'ai de moins en moins de compromis à faire par rapport aux jeux auxquels je souhaite jouer. Mais la Asus ROG Ally, c'est un PC au format console. Ouais, 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 effectivement. Donc je C'est préfère juste. dire PC pour être honnête sur la réponse. Ouais, ok. Ok, ok. Bah moi, Toi? clairement PC, pour les mêmes raisons de puissance. Après, je suis un joueur plutôt FPS, donc clavier-souris, c'est difficile hein, de passer sur des jeux à la manette. Alors, il y a des jeux qui s'y prêtent très bien, hein. Je me régale avec un petit jeu indé d'une petite équipe belge, ça s'appelle Spell Brigade. C'est un roguelite. Roguelike. Je sais jamais si c'est roguelike ou roguelite. Bref, on est un Les gens petit. pourront dire en commentaire Néo, c'était roguelite. Bah, faites donc, justement. Non, non, mais donc en fait, on joue le rôle d'un petit mage et on a des hordes de créatures qui se jettent au fur et à mesure sur nous. Et ça se joue en équipe, enfin en solo ou jusqu'à 4. Et donc voilà, ça se joue particulièrement bien à la manette. Le combo clavier-souris, pour le coup, sur ce jeu-là, dégrade un peu l'expérience. Mais sinon, bah, FPS, donc clavier-souris. Voilà. Ok, donc plus joueur de Counter-Strike 1.6 que de... Oula, alors si tu savais, j'ai commencé à la version 03B de Counter-Strike. Ah oui, donc Ouais, 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 les dinosaures sont là. Je me rappelle d'un truc qui m'avait marqué à l'époque sur la 03B. Les armes ne disparaissaient pas d'un round sur l'autre. Ils n'avaient pas encore implémenté, ce qui fait que quand tu mourais, que tu lâchais ton armement, et ben le round d'après, tu repassais au même endroit et tu récupérais l'armement, le tien ou celui d'accord. de tes ennemis. Il y avait pas de reset à chaque round. Ah, C'est ok. vraiment les prémices hein, à l'époque. Pour ceux qui n'ont pas connu, donc c'était un mode d'Half-Life euh, et pas un jeu à part entière comme on a aujourd'hui sur CS2. Et donc c'était un mode parmi d'autres, hein. On avait Day of Defeat, DOD, et Team Fortress. Que, voilà, que seuls les plus vieux d'entre nous Ce que je veux ont dire, connu. là, ça commence à être des jeux que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, quoi. C'est... Ouais. Alors qu'on parle d'Half-Life 3, bon, on en parle depuis des années, hein. Mais, euh, mais ouais, ouais, voilà. Mais tu fais pas trop d'espérance par rapport à Half-Life 3, hein. Il y a eu, on parlait de Shenmue 3, donc c'est un autre registre. Il a fini par sortir. On aurait bien voulu ne jamais avoir à parler de Shenmue 3, tu vois. C'est... Ouais, c'est un petit peu le problème de ces jeux arlésiennes là où les attentes en fait elles grandissent avec les années et puis Ouais, parce que t'as la nostalgie du jeu culte, ouais, et avec le temps, tu HDises un petit peu l'idée que tu te fais du jeu, de comment c'était. ouais, ouais, Et quand tu te retrouves avec quelque chose qui est potentiellement une suite spirituelle qui serait ok par rapport à l'ancien, mais en fait, tu dis, mais ça va plus du tout avec les attentes du jeu d'aujourd'hui ouais, et on n'y ouais. arrive pas, hein. C'est compliqué. Et ouais. Ouais, donc voilà pour le thème, la thématique console PC. Ouais, Alors plutôt AZERTY ou plutôt QWERTY? petit parallèle, petit rappel de l'émission avec ta chronique sur les claviers. Et ouais, finalement on recycle à chaque épisode. La tech dans les nuages, c'est le podcast qui recycle les chroniques. Plutôt AZERTY, même si je sais qu'en termes de performance, QWERTY serait plus viable, mais la force de l'habitude aussi, et partout où je vais essayer de l'AZERTY. Bref, on reste sur AZERTY. Ouais, ouais, ouais. Je crois qu'on l'avait effectivement évoqué sur la chronique. En fait, quand bien même on basculerait, et moi j'avais essayé le Bepo à une époque. Bah, en fait, tu te dis, ok, je vais mettre mon clavier en Bepo à la maison, mais en fait, je vais travailler sur un clavier AZERTY, je vais taper sur un clavier d'ordinateur portable en AZERTY aussi. Enfin, c'est compliqué. Donc toi, pareil que moi, AZERTY, même si Ouais, tu aurais espéré peut-être avoir la chance de pouvoir t'épanouir sur d'autres systèmes. ouais, ouais. Après, je pense que c'est aussi.
Enfin, histoire d'avoir essayé, quoi. C'est pour le Ouais. challenge. Parce que, bon, le AZERTY, je m'y suis fait. Ok, Allez, la suivante. vas-y. Plutôt VM, plutôt Docker. Donc plutôt machine virtuelle ou plutôt conteneurisation. Alors ça, c'est pas cool comme question. T'as bien fait de pas les lire avant. Ouais, 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 c'est pas cool du tout. Euh, J'aurais bien voulu vous faire une pirouette en disant c'est peut-être un sujet un peu trop élitiste, on devrait en faire une émission avant de pouvoir répondre à ça. On a des émissions pour une quinzaine de saisons, je pense, avec nos thématiques. Autre réponse d'escroc, des dockers dans une VM. Ouais, ouais. Alors, je vais dire par rapport à ce que j'utilise actuellement, je fonctionne sur une grosse majorité de mes services via Docker. Donc, je vais dire Docker. Parce que Ok. c'est ce que j'utilise le plus pour le moment. C'était pas Donc, le cas hier, ça sera peut-être pas le cas demain. ouais, ok. Ok, ok. Et ben, moi aussi, hein, pour le coup, c'est Docker. Alors, on a même passé des machines full Docker, c'est-à-dire qu'on est en bare metal Debian posé sur du serveur physique et puis conteneurisation complète. Euh, bon, je pense qu'on touche les limites de ce concept avec les problèmes de sauvegarde. Ok. Et par rapport à Docker, alors peut-être que c'est un lobbyisme de ceux qui aiment pas Docker, mais que dans des environnements professionnels, j'ai vu que Docker avait pas forcément une très bonne pub, une très bonne image. Ouais, alors je pense que avant tout, ça vient du fait que les gens ont été formés à la VM en fait, et que la conteneurisation, que ce soit Docker, Podman ou autre, hein, on a peut-être entendu parler de. Donc ça, c'est les outils de conteneurisation, Docker, Podman, mais on entend souvent parler dans le monde pro de Kubernetes. Ouais, bah justement, c'est Euh, là. En gros, ceux qui crachaient un peu sur Docker, ils disaient plus aller sur Kubernetes par rapport à Docker. ouais, c'est un step au-dessus, hein, Kubernetes. Donc c'est un orchestrateur, hein, Kubernetes. Ça permet de répartir, de faire du load balancing, donc de répartir la charge des services sur plusieurs machines euh, pour, pour avoir de la haute disponibilité. Euh, mais donc ça se base toujours sur de la conteneurisation. C'est juste une manière de déployer des conteneurs à la volée en fonction de la demande. Ça reste de la conteneurisation. Ça demande énormément de config en amont. Ouais. Et si ça vous demande, enfin, si ça vous demande, si c'est une thématique qui vous intéresse, pareil, des émissions sur le fonctionnement de Docker, de Kubernetes, on peut trouver des invités qui peuvent apporter quelque chose que nous, on n'aurait peut-être pas forcément et vous donner envie d'en apprendre plus sur ces technologies. Ouais. Ouais, moi j'ai vraiment fait l'ayatollah là. Je tente de convertir tel un prêtre dans Age of Empire toute, toute personne qui se présente à la porte de mon bureau. Et ça marche plutôt bien. Ça y est, on commence à basculer. Là, les gens comment dire, arrivent à entendre mon discours Docker. Mais c'est vrai qu'en fait, oui, les gens qui ont des postes à responsabilité aujourd'hui ont été formés avec des VM, avec des hyperviseurs. Et donc, c'est très difficile de concevoir d'avoir plusieurs services sur une même machine, en fait. Ouais, par rapport à des soucis d'isolation notamment, Ouais, où exactement. ils peinent à mettre des services, par exemple, sur une même machine, parce qu'ils jugent le niveau d'isolation via Docker insuffisant Ouais, ouais. à Alors, certains égards. alors à juste titre, hein, l'isolation dans une VM est plus forte qu'une isolation entre conteneurs. Ouais. Mais avec ouais, je te redonne la parole juste après, mais Yes. avec la problématique que c'est vrai si une VM est bien configurée. Et c'est plus difficile de configurer 10 VM pour 10 services correctement que de configurer correctement 10 conteneurs pour 10 services. Tu viens de sortir une petite cartouche en faveur de Docker, tu viens d'utiliser une de tes munitions. Garde les autres pour plus tard parce que je suis quasiment sûr qu'on va réussir à mettre en place une sorte de grande table ronde virtuelle des personnes qui seraient tant axées vers Docker, vers les VM, vers Kubernetes. Ça pourrait être super intéressant en termes d'échange.
que ce soit des experts ou non d'ailleurs, parce que c'est important aussi de confronter des visions à tout niveau. Donc on garde ça bien au chaud et on enchaîne. Exactement. La thématique suivante, le lait avant ou après les céréales? Pareil, là tu me poses une question autant Docker, c'est facile, mais là, le lait, moi je le mets. Alors, je ne prends plus de céréales, maintenant je suis un adulte responsable. Je faisais comment? Il faisait comment, le petit Mathieu? Lait premier, après les céréales, parce que je voulais pas que ça soit mou. Et oui, c'est souvent ce qui est avancé par la team céréales après. Hmm. Donc le lait avant les céréales. Par contre, aujourd'hui, en tant qu'homme qui se reprend en main par rapport à sa nutrition, je prends beaucoup de flocons d'avoine et alors, je prends mes flocons d'avoine, je mets un petit peu de lait, je fais chauffer au micro-ondes et j'ai une sorte de bouillasse dégoûtante, enfin dégoûtante, très très bonne, Oui, oui, mais visuellement pas très appétissante, c'est ça? tout à fait. Donc je me plaignais d'avoir des céréales tout mous si on mettait pas dans le bon ordre, Mm. alors que maintenant, bah, c'est ce que je mange, quoi. Eh oui. Eh ouais, ouais. Alors moi, Et pour toi? moi en fait, je suis un peu l'escroc de cette thématique, puisque je mets les céréales en premier. Alors avec la même problématique que je ne veux pas de céréales molles. Mais je mets les céréales en premier parce qu'on peut mettre beaucoup plus de céréales quand on met le lait après. T'avais dit qu'on a le droit à une réponse C, parce que la Oui, vérité, je l'ai oui. en fait, c'est Alors pas ça. vas-y, dis-nous. Ado, j'étais fan des Frosties. On peut dire des Ouais. marques, c'est notre podcast, on dit ce qu'on veut. C'était sans lait. Je prenais ma boîte et je mangeais mes Frosties comme ça. Ah bah voilà. Voilà, Donc tu sans es lait. le Céréales tout breaking. court. Ouais, ouais. Le move sorti de nulle part, c'est toi qui l'as. Ouais, en fait, voilà. Mais je mange tellement vite en fait que les céréales n'ont pas le temps de ramollir. Donc en fait, je peux me permettre de mettre les céréales avant le lait. Bon, je suis content que cette thématique t'ait plu. Comme quoi, la tech de nuage, c'est le podcast du numérique, mais pas que. Ouais, allez, on repart sur quelque chose d'un peu plus numérique. Ouais. Justement, numérique, on va parler de nombres. Plutôt IPv4 ou IPv6? J'aurais été, en tant que formateur, j'aurais dit, est-ce que je pourrais avoir un peu de contexte, s'il te plaît? Parce Et que, non, c'est tout l'intérêt de cet exercice. Il n'y a ok. pas de contexte. Alors sans À toi de le contexte, mettre. je vais dire IPv4 parce que depuis que je suis ado, on me dit que l'IPv4 c'est fini, il faut passer à l'IPv6 et que ça n'avance pas. Et j'ai pas forcément le temps de refaire toute mon infra. Et en plus, ça serait pas pleinement fonctionnel, notamment sur des services extérieurs avec l'IPv6 partout. Donc pour le moment, c'est IPv4. Ouais, bah, je te rejoins aussi. J'ai toute mon infra en IPv4. Alors, c'est pas. Je suis très très curieux de l'IPv6 et j'ai eu un élan de. Comment dire? Pas de générosité, mais je sais pas, d'inconscience peut-être à un moment. Et je me suis dit, allez, je bascule en IPv6. J'avais des contraintes particulières avec le prestataire de services internet que j'utilisais. Et donc, je me suis dit, c'est l'occasion de passer en IPv6. Bon, ce qui a été rapidement balayé par le fait que la moitié d'Internet n'est tout bonnement pas accessible en IPv6. Voilà. Notamment, je crois, certains sites gouvernementaux qui sont pas encore full IPv6. Alors ça, c'est une bonne question. Je ne saurais pas te dire, mais je crois que GitHub n'est pas accessible en IPv6, par exemple. C'est un petit peu problématique quand on fait du dev. J'entends bien, mon cher Néo. J'entends bien. Quand bien même on souhaite être sur de l'auto-hébergé, euh, bah, même si on héberge soi-même son service Git, bah, on a besoin d'accéder à cette plateforme incontournable. Je te rejoins tout à fait et je vais donner un peu d'eau à ton moulin. On parlait tout à l'heure des concessions, des compromis par rapport aux bénéfices. Aujourd'hui, je vois pas le bénéfice que j'aurais par rapport à mes besoins actuels de basculer sur l'IPv6 partout, par exemple. Ouais, ouais. Mm. Alors, certes, ça permet de faire des choses très intéressantes, on pourrait en reparler aussi, mais par rapport à ce que je fais aujourd'hui, je me sens pas bridé par mon utilisation IPv4. Mon fournisseur d'accès me propose une IPv4 fixe full stack. Pour le moment, pourquoi changer? Vu qu'on a répondu tous les deux IPv4, je t'avoue que j'avais un petit peu anticipé la chose. Dans l'IPv4, est-ce que tu es plutôt classe A, B ou C?
Je te laisse donner un peu de contexte sans aller forcément dans le détail, Non, mais non, sur bien ces sûr. fonctions de classe. Hein. Alors en fait, en IPv4, il y a plusieurs classes. En fait, il y en a bien plus que A, B et C, hein, ça va jusqu'à E. Mais en tout cas, pour les classes d'adresses privées, c'est-à-dire que les adresses IPv4 que vous pouvez utiliser dans votre réseau local et qui seront jamais attribuées à aucune autre machine sur le réseau Internet, il y a 3 classes. La classe A, qui représente toutes les machines qui ont une adresse qui va ressembler à un 10.0.0.0.0, où vous pourrez remplacer tous les zéros par n'importe quel nombre entre 0 et 255. Je passe vite fait dessus, c'est vraiment de la vulgarisation. La classe B, c'est toutes les adresses qui sont comprises entre 172.16.0.0 et 172.31. Je sais plus exactement ce qu'il en est. Et la Là, dernière tu t'es classe mis C. dans un bourbier Ah, d'explications mais de classe IP. il suffirait que je mette ma fiche sous les yeux et j'aurai tout ce qu'il faut. Non, mais et la dernière classe, celle que vous connaissez bien plus, puisque c'est celle qui y a sur les box internet, en tout cas en France, c'est la 192.168.0.0. On peut maintenant répondre à Oui, après cette présentation. son plutôt. Sur ma box, je reste, c'est pas forcément très bien sur la classe de base, donc en 192-168. Mais lorsque je suis sur mes serveurs, j'ai des réseaux autres, et là je suis souvent sur du 10. J'en dis pas plus sur mon infra. Oui, c'était pas le but de trop en dévoiler. Donc effectivement, en fait, le réseau 10, il est souvent utilisé quand on a beaucoup de machines à utiliser. On À a adresser, beaucoup plus de possibilités. On n'a pas dit qu'on faisait un podcast sur les adresses IP, mais quel est l'intérêt d'avoir du classe A, classe B, classe C? Quelle classe choisir? En fait, c'est en fonction de quels besoins et quelles contraintes on a. Mais ça, on pourra s'étendre un peu plus. Effectivement, la classe A donne le plus d'adresses possible, la classe C le moins d'adresses possible, mais dans une utilisation personnelle, on a largement assez d'adresses Tout à fait. avec ce qui nous est donné par notre box. En fait, ce plutôt, on pourrait presque dire, c'est la jeunesse des futurs podcasts sur les prochaines années, sur les thématiques à Alors, aborder. on teste toutes nos thématiques avant de les recycler honteusement dans d'autres podcasts, Tout à d'autres fait. épisodes. Du coup, moi, j'ai pas répondu. Effectivement, classe C pour une partie de mes machines. Et par contre, en Docker utilise la classe B. Donc j'ai énormément de 172. services qui sont sur le 172. Ouais. Voilà. Allez, on continue. Au niveau des CPU, plutôt Intel ou plutôt AMD? Alors, je vais dire Intel pour parler de mon CPU chinois. Ouais. Sur un de mes serveurs à la maison, j'ai une carte mère AliExpress avec un CPU soudé dessus, un Intel i9 de 12e génération. Ouais, il me semble que c'est une belle bête, ouais. Ouais, qui fait très bien le taf. La conso globale est maîtrisée. Hein. J'ai mis une petite prise connectée pour voir ma conso en temps réel. En Ouais. termes de puissance, ça suffit largement. La puce graphique, donc le iGPU de cette machine, est très performante pour tout ce qui est transcodage, notamment De sur tes des films de flux vacances? vidéo, de mes films de vacances, tout à fait. Ouais. Donc je vais dire Intel pour parler de ça. Mais sur la machine avec laquelle on enregistre là, je suis sur du AMD. Sur ma Asus ROG Ally, c'est du AMD. Voilà. Et ouais. Bah, souvent. Hein. Moi, perso, je suis en AMD, que ce soit sur la machine sur laquelle on enregistre aujourd'hui et sur laquelle je joue. Bon, ma Steam Deck, c'est de l'AMD. Sur du portable, là-dessus, AMD a vraiment fait un gros taf, notamment avec la partie GPU. Mais on va y venir après. Tu te doutes bien que la question va être déclinée pour les cartes graphiques. Et en termes de serveur, bah, je suis aussi sur de l'AMD, mais je suis sur du grand public. Hein. J'ai eu une période Xeon. Xeon. Ouais, on est tous passés par là. Ouais, du E5 V2. Ouais, du E5 2640 V2 Ouais, sur c'est ça. du La X99. DDR3, Ouais. exactement. Donc, DDR3,
ou 4. Il y avait certains Xeon de cette famille-là qui Alors, étaient sur, sur les sur les deux. V3, V4, je crois. V1, Ouais. V2, moi j'étais en DDR3 et, et effectivement sur les chipsets X79 Ah ok, et ok. les Moi j'étais sur du V3. X99, moi. Ouais, tu devais être sur V3, V4, je pense, Ouais, 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 c'est ça. X99. Ouais, nos chinoiseries qui pourrait faire un sondage, tiens, sur le Discord, mais je pense que sur le Discord, on est pas mal à avoir démarré. On en voit encore. Là, il me semble qu'aujourd'hui, ça parlait encore de cette plateforme X79, X99. Tout à fait. L'X99 qui maintenant a près de 15 ans, Ouais, je ouais, crois, parce que ouais. je crois que c'était 2011, Allez, je l'X99. check en temps réel. Ouais, je crois que c'est ça. Et qui, aujourd'hui, on va pas dire a de beaux jours devant lui, mais n'est toujours pas obsolète lorsqu'on parle d'un rapport cohérent qualité-prix, parce que les tarifs sont presque imbattables maintenant sur ces architectures. Donc certes, ça consomme un peu plus, euh, tout n'est pas opti, mais on peut avoir une puissance correcte pour faire des services auto-hébergés pour des processeurs qui vont vous coûter 20-25 euros, quoi. Ouais, d'autant plus qu'ils ont énormément de cœur pour le tarif. On peut avoir du 12 cœurs, 12 threads, enfin c'est très intéressant. Par exemple, j'ai ma machine qui me sert de lab, donc c'est une petite chinoiserie, carte mère AliExpress avec processeur aussi acheté sur AliExpress. Bah, j'ai 12 cœurs, 12 threads, 64 ou 128 Go de RAM en DDR4. Et le bundle carte mère, processeur, RAM, ça a dû me coûter 200 balles, quoi. Ouais, C'est très clairement. intéressant. Pour rentrer dans le monde du Home Lab, ça s'y prête bien. Ouais, Alors, bah, pour le coup, j'ai pris la référence sur laquelle moi j'étais, donc le 2650 V2, ouais. qui date de 2013. Ah, 2013, ok. 2013. Donc DDR3 et autres. Et sur les V4, 2650, il existait en V4 aussi. Moi, j'ai le 2640, je crois. E5 2640. Alors, je vais reprendre un 2640. 2640 V3. Donc c'est un processeur qui valait la bagatelle de 939 dollars à la sortie, hein. À C'était l'époque, des et que grosses maintenant on peut machines, hein. avoir pour 10 euros, 15 euros, quoi. Ouais, ça te coûte presque plus de frais de port que de CPU. 2014. Ouais, ouais, Q3 2014, ouais. Ouais, en fait, comme tu disais, hein, les tarifs de ces CPU, ils ont complètement dégringolé, tout simplement parce que bah, c'est une des pièces les plus solides d'un ordinateur et d'un serveur encore plus. Autant les cartes mères, elles dépérissent. Donc plus on avance, moins on a de cartes mères pour les plateformes en question. Donc les cartes mères sont très très compliquées et très très chères. Et Et autant c'est les aussi pour ça CPU. que, bah, là, je parle d'AliExpress parce que c'est là où je me fournis. Mais ils ont senti le filon à se dire, attends, on a des millions de processeurs sur les bras, on va refaire des cartes mères, rebrander des cartes mères, Ouais, en les mettant au goût du jour, en mettant des ports NVMe, enfin, ouais, en ouais. les optimisant un petit peu. Donc c'est passé du gadget de carte mère à quelque chose qui peut être viable pour faire du home lab à la maison. Pour du serveur en entreprise, j'irai peut-être pas forcément sur ce genre de produit. On pourra en parler lors d'une émission future. Mais c'est vrai que ça peut être très intéressant pour faire une machine abordable avec quelque chose qui ressemble de loin, si on plisse un peu les yeux, Mm. à une architecture serveur. Oui, je l'ai vu venir AliExpress, plisser les yeux, bravo J'ai Boki. pas fait exprès. Je t'ai vu, tu m'as regardé et tu m'as jugé. Bon, c'est vrai, j'avoue. Vous aussi, vous avez pu le voir dans ce magnifique podcast audio, le jugement de Néo. Je suis sûr que vous l'avez senti à défaut de le voir. Alors effectivement, ouais, le souci, c'est qu'en plus, bah, ces plateformes-là sont assez vieillissantes et en termes d'efficience, tu parlais en entreprise, en fait, c'est pas forcément viable. C'est des machines qui consomment beaucoup pour la puissance que ça Ouais, apporte. ouais. Si je de... bah, là, on est sur un podcast audio, donc je vais pas montrer, je vais pas faire le test en live. Mais si je devais prendre mon i9 de 12e génération avec le E5 2640, on ferait un test avec un ratio puissance consommée performance. On est dans un autre monde. Mais après, c'est normal. Il y a 15 ans d'écart entre les deux. Oui, C'est... exactement. Ouais. Heureusement d'ailleurs Oui, que oui. ça évolue en 15 ans. Maintenant, on arrive à faire plus puissant pour moins de consommation. Ouais. Et on n'a pas abordé la plateforme ARM qui offre Non, encore plus d'efficience.
Tout à Mais fait. on en parlera dans le podcast qui parlera des CPU. Eh ben écoute, on a traité des CPU, on va logiquement faire la même chose avec les GPU. Donc CPU, c'est Central Processing Unit, c'est le cœur de l'ordinateur. Et le GPU, c'est Graphical Processing Unit, c'est la carte graphique. Donc plutôt, alors pour cette fois-ci, Nvidia ou AMD. Il n'y a pas Intel du coup dans les choix. Si je l'ai, mais ça c'est à toi de me dire si je propose que A et B. Ouais. Euh, alors je vais rester sur Nvidia de mon côté. Pas parce que je suis fan d'Nvidia ou quoi que ce soit. C'est par tout ce qui est lié à ce que je fais au montage vidéo, où les outils que j'utilise sont optimisés pour Nvidia. C'est par rapport à ce que je fais également avec quelqu'un sur le Discord, sur la génération d'images en auto-hébergé, où pour le moment ça fonctionne avec Nvidia. Donc c'est pas par choix, parce que si on parlait d'un ratio performance-prix, je pense que AMD a sa carte à jouer. L'actualité nous te donne clairement raison. La sortie de la génération 9000 chez AMD cartonne. Ouais. Et par contre, je peux te dire, pas Intel pour du GPU qui serait à mettre. Je parle pas de iGPU, mais par rapport à un GPU que tu mettrais dans une unité centrale. Ouais. Parce que j'étais intrigué par ce que pouvait proposer Intel, mais en termes d'optimisation sur tout ce qui est jeu et logiciel, je pense pas qu'ils aient réussi pour l'instant à être un véritable game changer parmi les deux mastodontes qui sont AMD et Nvidia. Ouais, ils avaient proposé des cartes intéressantes avec des MSRP, donc des prix recommandés annoncés intéressants. Malheureusement, les cartes sont pas sorties à ce prix-là. Et bon, comme tous les autres, hein, Nvidia est le champion pour ça. En fait, ils ont très peu de stock, du coup, les prix des cartes s'envolent. La disponibilité est telle que la demande dépasse de loin l'offre. Et donc Intel a été victime de ça aussi. Et malheureusement, on n'a pas trouvé les cartes à un tarif où elles auraient pu se défendre. Ok, et toi Néo, t'as basculé côté AMD ou tu restais fidèle à Nvidia? Pour l'instant, sur la génération actuelle, je suis sur la génération RTX 3000 là, dans mon Ouais. ordi gaming. Donc ça commence à dater puisqu'on a la série 5000 qui vient de sortir chez Nvidia. Donc je suis resté chez Nvidia. Ça fait des années que j'étais chez Nvidia. J'ai fait un petit passage par AMD à la génération des RX 580 que j'ai aussi utilisé sur mon rig de minage. Hmm. Et donc j'ai eu du multi-GPU AMD à une époque. Mais sinon, à Nvidia, depuis très longtemps, ma première Nvidia, c'est la TNT2. Ouais, 8 mégas, non 16 mégas, pardon, 16 mégas de VRAM. Je sais pas si vous vous rendez bien compte derrière votre casque ou vos enceintes, 8 mégas, 16 mégas, la TNT2. Ouais, c'est un autre monde, hein. Ouais. Enfin, c'est quelque chose qui est difficilement concevable aujourd'hui pour quelqu'un qui découvrirait le numérique, de se dire, mais on peut rien faire en fait avec ce type de hardware. Alors qu'à l'époque, bah, si on pouvait clairement faire quelque chose, faire tourner je vais pas dire des gros jeux, mais certains jeux de Ouais, l'époque, ou ouais. outils bureautiques, tu vois, c'était. Ouais, clairement. Mais on retrouve la même chose sur pas mal d'éléments. Là, aujourd'hui, finalement, c'est l'optimisation des jeux qui laisse à désirer parce la puissance, on l'a, donc on n'a pas besoin d'optimiser. À l'époque, je pense je crois que c'est Roller Coaster Tycoon hein, qui a été codé en assembleur, ce qui n'est pas le langage le plus user-friendly. Et bah, pour le coup, c'était ultra optimisé. Mais en fait, c'est qu'il y a un rapport qui s'est inversé. C'est qu'avant, on avait des grosses limitations techniques et il fallait que d'un point de vue développement, création, on soit ingénieux pour tirer le maximum des performances, pour tricher, pour pas que ce soit visible ou le moins visible pour l'utilisateur. Donc on faisait preuve d'ingéniosité. Aujourd'hui, on Mm. a tellement de puissance que en fait, on s'en fout si c'est mal optimisé. On se dit de toute façon, nos machines sont tellement puissantes aujourd'hui qu'on fait un peu ce qu'on veut, grosso modo. On surcharge des choses en RAM qui pourraient être vidées. On, enfin, on Des fait sites vraiment web des choses.
des sites web avec 5 mégas de JavaScript à charger. Voilà. Bah ouais, mais on peut le traiter et les connexions réseau sont suffisamment dimensionnées. Ouais. C'est totalement incohérent. J'avais un apprenant dans la précédente promotion que j'encadrais qui s'est vraiment rendu compte de ça. Il s'est dit, j'ai envie de faire du dev, quelqu'un de passionné, hein. Il a commencé par à bosser sur Unity. Et il s'est dit, Ouais. c'est sympa, Unity, c'est interfacé, mais c'est trop interfacé. C'est pas du vrai dev, grosso modo. Il s'épanouissait pas là-dedans. Donc il est descendu un petit peu, il s'est mis à faire du C. Il s'est dit, ah, c'est encore un peu trop. Et il a fini par de l'assembleur. Oui, bah oui. Ouais, quand Et tu il trouves que le s'amusait à. C c'est trop Ouais, easy, bon. ouais. Et il s'est mis à se dire, je vais faire de l'assembleur et je vais programmer un Mario-like avec les contraintes de la Nintendo. Ah, ça c'est Donc, génial, hein. C'est donc, super challenge, hein. ouais, et il a fait ça. Et il s'est vraiment rendu compte de toutes les petites subtilités et les stratagèmes que pouvaient mettre en place les devs de l'époque pour arriver à faire tenir un jeu sur si peu de mémoire Mm. et le faire tourner sur une machine qui aujourd'hui a des performances. Enfin, c'est vraiment un autre monde, c'est une autre époque. Ouais, complètement. Ouais. Et je pense que ce qu'il a fait, qui peut s'apparenter un peu à du reverse engineering, hein, euh, déjà enfin, c'est incroyable. Et ça permet vraiment d'avoir une réelle vision d'une, ce qu'on était capable de faire avant. Et aujourd'hui, je vais pas dire la paresse, mais la facilité de certaines boîtes qui font des jeux vidéo, parce qu'ils sont affichés un peu d'optimiser ce qu'ils font, quoi. Ouais. Non, mais c'est un sacré challenge en tout cas. Tu vois, j'avais pas fait encore de tunnel depuis le début de l'émission, et là, je suis parti. Ouais, mais non, parce que je suis intervenu à chaque fois, donc ça va. Je pense pas sûr que Ouais. ça fasse tunnel. Mais on l'avait évoqué hors antenne, je crois. Ce cas-là, Ouais. nous en avait parlé. Eh ben écoute, on passe à la thématique suivante. On s'est quand même bien étalé sur tout ce qui est CPU et Ouais. GPU. Ouais, tout à fait. Plutôt voiture ou plutôt vélo? J'aimerais bien dire vélo pour se dire, ah, ce mec-là, il est vraiment une conscience écologique incroyable. Mais mon vélo, il a pas été utilisé depuis plus d'1 an. J'aurais bien voulu dire moto également parce que j'ai une moto et on aurait pu se dire, oh là là, c'est un intrépide, mais assez autant que mon vélo. Donc je vais dire voiture. Ok. Et toi? Eh ben écoute, moi j'étais très voiture pendant des années parce que j'étais à la campagne. Et là, pour le boulot, je suis plus grande ville et je découvre les joies du vélo et la possibilité d'aller travailler à vélo, enfin, à un tel point que la voiture me sert une fois par semaine et que je me pose la question de savoir si elle va démarrer à chaque fois. Donc voilà. Alors, tout s'explique parce que là, vous ne le voyez pas, mesdames et messieurs, mais Néo est réellement transformé depuis que je le connais. Maintenant, c'est un bel Apollon affûté comme jamais. Et ça, c'est grâce au vélo qu'il fait de manière quotidienne Ouais, maintenant. pour pouvoir dormir la conscience tranquille, comment dire, je contrebalance mes émissions de CO2 des serveurs qui tournent à la maison ou au boulot en allant travailler à vélo. C'est pas merveilleux? Il lutte contre son empreinte carbone Ouais, c'est tous les exactement ça. matins. C'est complètement ça. Et ouais. Et bah du coup, la transition est parfaite puisque tu m'as dit voiture. Plutôt Oui. électrique ou plutôt thermique? Ah ouais, ça, c'est alors, c'est une Ouais. question dangereuse parce qu'on Ouais, pourrait et perdre une grosse partie de notre audience. je t'avoue que si tu m'avais parlé de vélo, j'aurais eu plus de mal à te demander si tu étais électrique ou thermique. T'aurais dit vélo ou Solex? Vélo électrique aussi, hein. Alors, pour le coup, moi, je suis un vélo à assistance électrique. Je triche un peu. Le parcours est vallonné. Eh oui, D'accord. oui, oui. Mon cœur te dirait thermique, parce que l'âme et tout, de la voiture, ça fait du bruit, vroom vroom. Mais les choses ont fait que c'est électrique aujourd'hui pour des raisons de confort. Ça va faire 3 ans, ça fait 3 ans que je suis passé à l'électrique. Et on va dire que sur le fonctionnement proprement parlé, zéro regret. Jamais eu de soucis par rapport à tout ce qui était autonomie. Alors là, on me disait, mais tu te rends compte, tu peux faire que 400 km. Oui, mais ça arrive 2 fois dans l'année où je fais plus de 400 km en C'est fait. Je m'en clair. fous. Ouais, ouais. Donc on n'est pas là pour faire un débat pour ou contre l'élec.
Parce que je sais que de toute façon, ceux qui sont contre le restaurant et ceux qui sont pour sont parfois chiants envers ceux qui sont contre. Je fais partie de ces gens-là qui sont pour et qui sont chiants. Non, non, j'essaye d'anticiper avec un maximum de pédagogie les remarques des, des non convaincus de l'électrique euh, et d'être, enfin, bon, le plus comment dire, raisonné possible. Je sais pas parce que je pense quand même beaucoup en faveur de l'électrique, mais j'essaye de tempérer ce que tu disais là, les remarques. La première remarque qui vient, c'est mais oui, mais non, mais moi je peux pas, je fais 800 km d'une seule traite. Bah, bon, d'accord, ok. Ça pourrait être un débat intéressant, mais on va pas le faire que tous les deux parce que on est Non, déjà globalement d'accord sur la chose, donc débattre entre deux personnes qui ont le même point de vue, c'est pas forcément très intéressant. À part ouais. de se dire, t'as raison, non, toi, t'as plus raison. Il n'y aurait pas C'est un vrai réel que intérêt. c'est vrai qu'on a craqué pour tous les deux pour une voiture électrique, Ouais, pas pour les frasques de son, son représentant, son représentant, ouais. mais ouais, effectivement. Et c'est d'ailleurs la première fois où on s'est vu IRL, Tout à fait, tout à fait. que de souvenirs. Ah là là, je me souviens plus de cet autographe que j'aurais pu te faire signer, mais bon, j'avais pas ni de T'avais papier pas ni de de stylo crayon, sur toi. c'était une catastrophe. Allez, on continue. Alors, Ouais. ça reste un petit peu dans le domaine électrique, mais Plutôt chaise électrique ou... non, 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 non. La thématique est tout autre. Plutôt RJ45 ou plutôt fibre dans ton Ah, LAN? Alors RJ45, pour faire simple, oui. c'est les câbles réseau qu'on connaît tous, qui font des nœuds derrière notre tour et qu'on raccorde soit directement à la box, soit à la prise murale à côté de la prise électrique euh, dans, les, dans les murs de l'appartement ou de la maison. Mon cœur dit fibre, ma banquière dit RJ45. Oui, on doit avoir la même banquière. Ouais. Donc je fais réponse C. Je vais dire RJ45, mais sur du 10G quand même. Ah ouais, d'accord. Donc une techno cuivrée, RJ45, mais avec des débits Ouais. dignes d'une fibre à 10 gigabits par seconde. Pas digne, mais Ouais, la ceux limite qui technique, vont elle est là. tendre à se rapprocher. Les 10G sont presque exploités, mais on va dire Une que... Freebox Ultra. Ouais, une Ouais, Freebox Ultra. ok, donc 8 gigas Euh, théorique. ouais, c'est ça. Ok, ok, ok. Et ça fonctionne globalement très bien. J'ai pas trop de soucis de stabilité à ce niveau-là. Mais il faut faire attention, c'est pas fait pour toutes les infras. Faut pas qu'il y ait une longueur de câble RJ45 Bah oui, trop longue. Il faut que ce soit une certaine catégorie de câble RJ45. ouais, tout à fait. Après, il faut les adaptateurs qui permettent de convertir le RJ45 en SFP. Il faut la bonne carte. Bref, c'est tout un système qui, si je mets tout bout à bout, j'aurais peut-être mieux fait d'acheter ma fibre et la tirer. Tu vois, Ouais, t'as c'est... vite fait d'avoir un câble bout en bout qui te coûte 50 €. Hein. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, parce que un module par-ci, un module par-là, bah, ça chiffre petit à petit. Surtout que bah, j'ai mon serveur, j'ai mon lab, j'ai mon PC. Bref, il y a de l'infra derrière. Donc, Ouais, bah ouais. Moi, c'est pas l'envie qui me manque hein, de passer à la fibre et notamment de passer à une connexion Internet 8 gigas. Mais en fait, je me dis que pour l'instant, j'en ai pas l'usage. Alors, j'en aurai certainement l'usage pour faire des sauvegardes et du coup, je reviens sur l'épisode précédent des backups pour faire des sauvegardes entre mes sites. Ça pourrait me servir, les 8 gigas, je les exploiterai. Hein, quand on veut, on peut. Mais ça nécessite ouais, d'avoir derrière un routeur qui accepte du 10 gigas, des switches qui acceptent le 10 gigas et les cartes réseau qui vont bien sur les différentes machines. ouais. Alors ça, on pourra en reparler, hein, genre, peut-être comparer plusieurs infras de plusieurs personnes pour Mm. essayer de... Genre, montre-moi ton infra, je te dirai quels sont tes besoins. Ou, ça pourrait être Ouais, sympa comme concept. Comme ouais. concept. Globalement, là, j'ai pris du 8 gigas parce que caprice d'enfant, parce que je voulais voir qu'est-ce que ça permet d'avoir la Freebox Ultra. C'est qui a la plus grosse? Voilà. Alors, c'est presque ça. Je me suis rendu compte, après expérimentation, que j'en ai déjà un peu parlé dans le podcast, que pour l'instant, je suis quand même assez échaudé sur la Freebox Ultra. Je suis pas très satisfait, pas du tout, même sur plein de choses. Mm. Et ces fameux 8 gigabits, je ne les attaque que très rarement. C'est par pic.
mais on va dire que j'aurais eu une connexion 2,5G, ça m'aurait suffi largement par rapport à ce que je fais actuellement. Ouais, bah là, c'est globalement ce que j'ai envisagé. Pour les prochains investissements réseau, ce sera du 2.5, hein. Et en termes de coût, on est quand même un étage en dessous sur des Ah ouais, 2,5G, car c'est largement. quelque chose qui s'est démocratisé aujourd'hui. On a plein de cartes mères maintenant PC avec le port 2,5G qui est intégré. On a même Ouais, du tout à 10G fait. sur du haut de gamme, hein, je veux dire, mais Mm. Ouais, bah c'est un petit peu comment dire, ce qu'on gagne quand les entreprises basculent sur la techno suivante. On en parlait tout à l'heure avec les CPU, hein. Quand les entreprises changent leur matériel, et ben on peut profiter de tout ça. Et pour l'instant, elles sont encore équipées en 10 gigas. Et Hmm. donc, bah, le matos pro, ça coûte très cher. Ok, bon, j'avais peur que tu me répondes Wi-Fi, hein. J'étais terrorisé à l'idée de parler de Wi-Fi. Bon, Ouais. Alors, j'aurais aimé te parler du Wi-Fi 7 de la Freebox Ultra, mais il fonctionne pas, donc Allez, du coup, on passe à autre chose pour éviter de remuer le couteau dans la plaie. merci. Alors, en matière de serveur, tu es plutôt format tour ou rackable? À la maison, tour, au boulot, rackable, parce qu'à la maison, j'ai que des chinoiseries et j'ai rien de rackable. Oh, tu pourras avoir Euh, des chinoiseries dans un rack, dans un quart de baie ou. ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Alors, j'ai une petite baie, mais elle fait pas rentrer mes tours. Donc, et je pourrais pas mettre ce que j'ai dans mes tours dans un serveur rackable qui tiendrait dans ma baie. Donc, on va dire que, pour pas dire que c'est le bordel dans ma config, on va dire que ma configuration hétérogène ne me permet pas d'avoir quelque chose de suffisamment standardisé pour rentrer dans un rack. Bon, bah, je te rejoins aussi, hein, là-dessus. Je ne ferai pas preuve d'originalité. Même chose, rack au boulot et tour à la maison. Euh, Pareil, c'est pas l'envie. Honnêtement, je pourrais parce que j'ai qu'un enfin, j'ai qu'un serveur en soi chez moi, et puis j'ai un mini PC type Lenovo Tiny M710, je crois, la génération. Enfin, tous les petits carrés là qui se mettent derrière les écrans, qu'on retrouve souvent sur des postes bureaux en entreprise. Et donc oui, techniquement, je pourrais passer. Ça m'avait traversé l'esprit, hein, mais bon, le tarif d'une tour rackable, enfin d'un châssis rackable, pour être précis, bon, ça m'a un peu calmé quand même. Et pour ceux qui souhaiteraient prendre un serveur professionnel reconditionné en rackable pour chez eux, attention à plein de choses, dont une, le bruit. Ah ouais, Les lames que vous allez acheter, ça ventile de fou. Et si vous voulez mettre ça sous votre télé en vous disant je m'en servirai pour mettre mes films de vacances, prenez aussi un casque pour pouvoir écouter vos films de vacances, parce que ça ouais, fait beaucoup de bruit. ouais, ouais. Et puis si vous êtes en couple, bon, vous Vous ne pouvez le saurez presque plus. oublier. Voilà, il va falloir faire un choix. Non, en fait, c'est vrai que les problématiques en data center, puisque c'est quand même la destination première d'un serveur, bah, c'est de refroidir. Et donc, il y a une pression statique de dingue. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de passer derrière un serveur, il y a de quoi être décoiffé, hein. Réellement, ça souffle très très fort. Parce qu'il y a assez peu comment dire, de, de femmes attentives au bruit et au design dans des data centers. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et grosso modo, on s'en fout du bruit que peut y avoir dans un Ouais. data center, quoi. Ouais, tant que ça refroidit, C'est le, la le priorité. but est atteint. Ok, on continue plutôt Android ou iOS? Android tout de suite. Euh, J'eus été iOS à l'époque de l'iPhone 3GS parce qu'il y avait des super offres et parce que c'était l'époque d'Apple, innovation de ouf. Ah oui, les keynote d'Apple, bon, je dis pas Ouais. qu'aujourd'hui elles sont moins Non, mais innovantes ou il y a, il y a- moins. il y a moins l'effet waouh. Ouais, c'était Et c'était une aussi grosse peut-être qu'on marque de était fabrique. moins informés. Là, c'est période explosion des réseaux sociaux aussi. Et puis il me semble On- qu'il y avait encore Steve Jobs, l'iPhone Oui, oui, 3G, oui, c'est la il y avait période encore Steve Steve Jobs, hein. Jobs. Euh, Bah, tu te vas voir par rapport à l'effet waouh, l'innovation technologique dont tu n'as pas forcément besoin, hein. Bah, ils savent vendre le besoin, Et hein. oui, ils savaient vendre. Et Android, c'était le truc du. C'était cheapos, quoi.
Ouais, c'était orienté geek. Enfin, je me souviens des premières versions de l'OS. On était pas si loin d'un Linux stock avec des grosses icônes sur le bureau, quoi. Donc, il y avait même les Windows Phone, mais ça, tu l'as pas dit, ça aurait pu être une réponse C. C'est vrai. J'en ai Mais, eu. J'ai ouais, pas eu, j'ai pas eu d'iOS. mais jamais. Jamais d'iPhone, ouais. Mais aujourd'hui, voilà, je suis revenu sur Android pour des questions diverses et variées, notamment financières, et également sur le fait de pouvoir aussi mettre un peu ce que je veux sur mon système, là où iOS verrouillé, peut-être à raison, hein, peut-être trop les Ouais. choses. Bah, ils te vendent une expérience utilisateur. Je pense que dans le. Comment dire ils ont. Enfin, je comprends le concept. À partir du moment où tu veux vendre une expérience, bah, tu veux que les gens vivent l'expérience pour laquelle tu as travaillé, enfin, pour laquelle tu t'attends à ce que l'usager soit confronté, et du coup, tu es obligé de verrouiller. Ouais, mais tu vois, c'est un peu contre-intuitif parce que il y a certains iPhones qui parfois avaient un démarrage qui était toujours très correct pour iPhone. Et dès lors où à l'époque GeoHot disait j'ai réussi à jailbreak l'iPhone, donc à le hacker pour pouvoir mettre des applications sans payer, là tu avais le prix des iPhones qui remontait, enfin le vente qui remontait de fou parce que les gens disaient ok, je peux avoir mon iPhone et mettre ce que je veux dedans sans payer. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Donc c'est sûr. en effet, ils veulent bien l'expérience de Apple, mais ils aimeraient avoir l'expérience de Apple sans payer, tu vois, Ouais, ouais. pour tout et rien. Je Bah, dis pas que d'ailleurs, c'est bien, d'ailleurs mais l'actu Android euh, est pas mal en ce moment. Ils annoncent comment dire, un accès au terminal, oui, un accès un peu plus proche de Linux, en tout cas. Ils ouais. reviennent sur des bases. On a entendu parler d'une VM Debian qui tournerait sous Android. Après, faut pas dire que Linux c'est nouveau sous Debian. C'est Non, juste que là, ils le rendent accessible un peu plus. ouais, tout à fait. On aura un accès utilisateur. Bon, honnêtement, euh, c'est vraiment pour peut-être justement pour capter une partie de cette Des geeks. ouais, des geeks, ouais, tout à fait. Je- J'avais vu des posts Reddit qui disaient faire tourner un serveur sur son smartphone parce que Bah, honnêtement, tu vois, tout à l'heure, on a parlé de CPU. En l'occurrence, bah, les CPU dans les téléphones sont des CPU ARM. Bon, c'est une architecture différente de ce qu'Intel et AMD proposent. Euh, mais c'est très efficient, hein. Ça consomme peu, ça chauffe pas, et c'est relativement puissant. Là, je pense qu'on pourrait tourner. Tu vois, il faudrait en fait faire le comparatif entre le Xeon qu'on a eu dans nos Home Labs du départ et un Snapdragon ARM aujourd'hui, hein. ouais, ça pourrait se regarder. Ah ouais. J'avais fait une vidéo, donc pas par rapport à, je fais une petite digression, on a le droit, hein, c'est le format qui l'autorise. J'avais fait une vidéo qui parlait de la différence entre un PC reconditionné pro qu'on peut utiliser pour les études et un PC neuf entrée de gamme qu'on pouvait prendre en magasin. Entre un processeur d'un PC vendu en 2014 et un processeur vendu en 2025 entrée de gamme, le processeur de 2014 était 30 à 40 fois plus performant à tout niveau que le processeur entrée de gamme de 2025. Ouais, c'est pas étonnant. Ouais. Ça vieillit même plutôt bien. Moi, j'en ai fait l'expérience avec les ordi portables. J'ai acheté des. Alors, je suis très, très Lenovo, hein, en termes de marque. J'aime bien parce que le châssis est très solide. Enfin, c'est des ordi qui sont réputés pour être solides en environnement d'entreprise où ils sont pas toujours traités Voilà, ils sont solides mais avec, maltraités quoi. avec délicatesse. Ouais, ouais, tout à fait. Et effectivement, j'avais trouvé un bon filon d'un mec sur Le Bon Coin qui vendait, qui déstockait, qui était responsable informatique de sa boîte et qui avait la possibilité de déstocker tous les PC qui renouvelaient. Et, et oui, tu te retrouves avec des machines qui sont solides, qui sont performantes. Parce que l'entrée de gamme, là, tu disais effectivement la puissance du CPU est à peine à la hauteur, mais il faut voir tout ce qu'il y a autour. C'est du chip partout. Le plastique est Châssis cassant, plastique, le rame clavier soudée, est ouais, parfois stockage l'écran. très peu accessible, d'ALTN, enfin, c'est la globalité. Mais parfois, il faut un prix d'appel qui est à 240 euros Mm. et les gens vont se dire, eh, pour les études, ça ira bien. Alors qu'ils achètent une machine qui est déjà obsolète, même avant de l'ouvrir du carton, quoi. Ouais, ouais. Bah, là, pour le coup, j'ai acheté ça pour les études
pour les études d'un de mes enfants. Et en fait, c'est un Lenovo, ça doit être un 14 pouces. Le format était sympa. Alors, c'est sûr que j'ai eu à changer les deux batteries. Pour le Oui, mais coup, c'est après. les batteries, elles avaient ramassé, d'autant plus que c'est des ordi portables qui sont utilisés en station fixe, donc branchés à la prise 24 heures sur 24, enfin en tout cas 7 jours sur 7. Donc, changer les batteries, mais les CPU, enfin le CPU était tout à fait correct, hein, et il tourne encore. Je te laisse deviner sous quel OS. C'est pas sous Windows. Quelle surprise. Et ouais, une petite Linux Mint, mais je crois que j'en avais déjà parlé. Ouais. Je suis fan de la distrib. Allez, il nous reste encore 2 petites thématiques, et non des moindres. Ouh. Plutôt IA, donc LLM, Large Language Model, ou plutôt moteur de recherche. Ah, prochaine fois, je lirai ton doc. Bah, t'as pas voulu le lire, tant pis. Ouais. Faut assumer. Je vais rester sur moteur de recherche pour le moment. En argumentant très très peu, je dirais que j'aime bien avoir l'illusion de maîtriser ma recherche. Parce que quand on fait une recherche, ça passe au travers d'algorithmes, hein, de toute manière, donc c'est forcément biaisé. Je vois tous les avantages que ça pourrait avoir sur le recoupement des informations, les sources, tout ça. Mais j'ai la crainte d'avoir de l'inexactitude sur ce qui va être retourné. Alors que peut-être en faisant une recherche moi-même, je peux aussi me planter ou le moteur de recherche peut se planter. Mais j'avoue que pour l'instant, je suis pas réfractaire, mais j'ai envie d'essayer, d'expérimenter avant de me faire vraiment un avis. Alors moi, j'ai été très très attiré par les premières générations de LLM. Donc LLM, c'est les agents conversationnels, hein, on peut citer ChatGPT, Claude et le champion français Mistral avec le chat, qui a sorti le chat très récemment. Pour de la recherche, clairement, non, j'en suis revenu. Il y a une étude là qui est sortie récemment qui explique que 60% du contenu généré par ces LLM dans un cadre de recherche typique, c'est-à-dire que tu demandes, je sais pas, quel est le plus long pont suspendu au monde. Ce genre de recherche que tu pourrais vraiment effectuer sur un moteur classique, auto-hébergé ou pas, hein, d'ailleurs, je ne juge pas, mais dans 60% des cas, la conversation qui découle de cette recherche présente des inaptitudes, des inexactitudes, et pas des inaptitudes. Je pense que je vais pas le couper, ça. Ouais, je me doute Tu bien. l'as dit avec un aplomb, genre, Ouais. je sais ce que je dis. Exactement comme une IA. C'est tout ce que je peux reprocher à une IA. Et c'est ce qui est Voilà, reproché dans l'étude en question. c'est ça. C'est que l'agent conversationnel ne va jamais nuancer son propos en utilisant des phrases comme il semblerait ou. Enfin, voilà. Ouais, ouais. C'est toujours Mais dit avec beaucoup d'aplomb. C'est ce qui est problématique. par exemple, tu lui montres une image bleue, il va dire cette image est rouge. Est-ce que tu es sûr? Ah, maintenant que vous le dites, peut-être que cette C'est image est verte. En effet, oui, 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 ouais, oui. c'est tout à fait ça. Ouais. Donc, Ouais. attention par rapport à ça. Par contre, pour résumer du texte qu'on lui fournit ou ce genre de travail, l'IA, ça reste un outil qui propose la suite statistiquement la plus probable à ce que toi tu viens d'entrer sur le prompt et à ce que lui vient de générer au fur et à mesure. Pareil, on pourrait en faire une thématique sur l'IA. Décidément. Il y aurait tellement d'angles intéressants pour parler d'intelligence artificielle. Il y a certaines choses où je pense d'ailleurs on serait pas d'accord tous les deux, et peut-être même avec certains de nos invités sur ce qu'on peut faire, les craintes, les opportunités sur tellement de choses. Et je perds le fil de mon explication. Mais c'est C'est pas grave, terrible. on va la refaire. Tu pourrais aussi ne pas le couper, hein, ce serait merveilleux. Et bien, ce que je propose, c'est que je coupe comme ça et on en parlera dans une prochaine émission avec des experts de l'IA, Ouais. vérifiés ou autoproclamés experts IA. On verra qui on trouve. Ouais, ce serait marrant qu'on fasse un podcast avec une IA directement. Oui, oui, mais bon, elle va être plus maligne que nous et ça, Ouais, c'est ouais, triste. je vois le problème. Allez, du coup, tu me pousses vers la dernière thématique Tout à fait. de ma petite fiche. Plutôt CLI ou plutôt GUI? Alors, Ah, j'explique. Plutôt CLI, donc Command Line Interface. C'est typiquement le terminal qui est vénéré par tous Linuxiens qui se respectent.
Ou alors GUI, donc graphique, user interface, c'est l'interface graphique. Donc voilà. Est-ce que tu préfères ligne de commande ou l'interface graphique? Alors, je dirais ligne de commande parce Ah, alors ça me si, fait si, plaisir. Bon, tu savais que ça heu, allait me faire plaisir. alors je me doute bien, je me doute bien. Je vais dire ligne de commande parce que au début, j'étais vraiment dans cette optique de toujours trouver, des outils avec des interfaces, graphiques pour pouvoir, faire fonctionner mes services. On parle d'auto-hébergé là, hein, par exemple, d'où Unread à la base. Mm. Et après, je me suis retrouvé, à un plafond de verre, en fait, où tu te dis: «En fait, tu peux pas tout faire, via une interface graphique». Ou tu fais beaucoup de choses, mais pas forcément comprendre ce qu'il y a derrière. Et c'est pour ça que, bah, bouffer de la doc, de la ligne de commande, trouver des compétences, à droite à gauche, bah, au final, bah, quand tu arrives à faire les choses via la ligne de commande, tu peux arriver à le faire avec interface graphique que l'inverse, c'est pas forcément vrai, tu vois? Je parle en termes d'exécution et de compréhension. Donc on va dire, CLI pour moi, Néo. Je suis ravi de t'entendre le dire. Bon, tu te doutes que ma réponse ne sera pas Oui. GUI, évidemment. Ouais, oui, c'est clairement la ligne de Mmh. commande pour, pour globalement les mêmes raisons que toi, en l'occurrence, la les capacités offertes par la ligne de commande qui sont, tout simplement, infaisables de manière graphique. Alors, ce qui n'empêche pas, je pense, quelqu'un qui serait intéressé, enfin, ou curieux, voilà, curieux, c'est le terme, quelqu'un qui serait curieux de voir un petit peu ce qui se passe du côté du monde de Linux. Faut bien se dire qu'aujourd'hui, tout est faisable, absolument tout est faisable en ligne de commande pour de l'utilisation classique et même de l'utilisation avancée. Ce qui n'était pas le cas quand moi j'ai mis le nez dedans il y a 20 ans maintenant. Oui, on n'est plus tout jeune. Mais effectivement, les premiers. Enfin, en tout cas, moi, quand j'ai mis le nez dedans, il y avait des choses que tu pouvais pas faire euh, de manière graphique. Ne serait-ce que les mises à jour, il n'y avait pas ce qu'on retrouve aujourd'hui, les Logitech. Alors, il y avait comment dire, des repos, des repositories, donc des dépôts d'applications. Ce qu'on connaît aujourd'hui sur les téléphones, hein. On parlait de smartphones, iOS, Android tout à l'heure. On a, enfin, on n'a jamais eu à installer des applications comme on le faisait jadis sous Windows, à aller chercher sur 01net ou sur Clubic ou sur télécharger.com, aller chercher son logiciel et le télécharger et l'installer. Sur les téléphones, on a toujours connu les marchés d'applications. Et ben sous Linux, ça fait des dizaines d'années que ça existe. Mais La par notion contre, de store, de magasin ouais, d'applications, c'est globalement ça. C'est en gros, on tape une ligne de commande pour aller chercher un outil, ouais, ça va le chercher sur le fameux repository, donc sur le store en gros, ouais, si on veut complètement, ouais. vulgariser, et on l'a directement. Ouais, Alors tout à fait. aujourd'hui sur Windows aussi, on l'a avec, des outils type Winget par exemple qui permettent de faire ça aussi. Ouais, ou même le Windows Store. Oui, ou Le via le store. Windows Store bien sûr, ouais. Mm. Ouais, ouais, c'est quelque chose qui date d'il y a très longtemps. Alors, bon, comme tu disais, hein, c'était en ligne de commande, mais on pouvait faire des recherches. On avait, de la même manière qu'aujourd'hui, on le fait naturellement sur son téléphone ou sur son Windows dernière génération. On n'avait pas à se soucier de la version. On avait toujours la version à jour. Quand on faisait ces mises à jour, enfin, c'est ce que vous avez sur votre téléphone, vous vous souciez pas de savoir quelle version et est-ce que c'est compatible avec votre téléphone. Enfin, vous savez que sur votre store Android, normalement, tout est compatible avec le téléphone avec Oui, et lequel si vous jamais avez. c'est non compatible, c'est signifié ou masqué donc, Ouais, tout à fait. Donc, ouais, moi, j'ai connu la ligne de commande et je m'y eh suis bien, fait. Voilà. pour essayer de te réconcilier un peu avec le monde de Microsoft, savais-tu que lorsque tu installes, Windows Server, tu peux l'installer sans l'expérience utilisateur, c'est-à-dire sans, l'interface graphique? Eh bien, C'est qu'après tu as un Windows sans interface pour être graphique. honnête, non, non, je ne savais pas. Honnêtement, je ne crois pas avoir installé une seule fois dans ma vie un Windows Server. Cet homme est encore pur, on peut le sauver. Ouais, non, jamais de Windows Server. Ouais.
Donc ouais, il y a un mode CLI sur Windows également. Faudrait qu'on trouve un invité, un vieux roublard retraité admin 6. Donc si tu es vieux, roublard et admin 6 sous Windows, on est preneur. Je me demande si sur le Discord, on n'aurait pas notre pépite. Dans la team EHPAD, tu penses qu'il y a quelques personnes Bah, en tout cas, jusqu'à admin 6 Windows, je pense qu'on peut trouver. Oui. Après, sous Windows, j'ai peur qu'il y ait un filtre à l'entrée sur ce Discord. Écoute, on sollicitera, on verra les retours qu'on peut avoir éventuellement. Et puis le mec qui gère majoritairement les arrivées sur ce Discord, il est un petit peu. Il est inflexible, hein, ça. Ouais. Qu'il y en ait un qui me parle de Windows dans sa présentation, vous allez voir. Est-ce que ce ne serait pas donc le moment parfait pour faire une transition entre le plutôt qui a été réalisé avec succès, hein. Je vois que là, on est déjà à plus d'1h40 de tournage. Ouais. Et parler du Discord, parce que la personne qui tient la porte du Discord, pour dire vous rentrez pas, le videur du Discord, c'est toi, Néo. Ouais, Et c'est vrai. sur le Discord, on essaie d'arriver à une étape fatidique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors oui, c'est non sans une certaine émotion qu'on communique là-dessus. En fait, on est là en direct live à 971 pour nos amis outre-quiévrins qui nous écoutent. On est donc à 971 membres, enfin utilisateurs, et on espère atteindre les 1000 pour pouvoir vous proposer de faire au moins une partie de l'émission en mode podcast. Et pour ça, il faut que le Discord repasse communautaire, parce qu'il me semble que on avait atteint les 1000 avant un petit Ouais, ménage de mais printemps. on avait un peu épuré en enlevant les comptes inactifs. Et il y aura aussi la possibilité de passer le Discord en mode découverte, c'est-à-dire que pour des gens qui chercheraient un Discord sur le self-hosting, un Discord sur le numérique au sens large, dans les recherches de Discord, ils pourraient tomber sur le Discord que nous maintenons à ce jour, le Discord de Superboki. Exactement. Du coup, on va vous laisser 30 secondes pour vous inscrire sur le Discord. C'est moi qui vous réceptionne à l'entrée une fois que vous avez fait un petit bout de présentation. D'ailleurs, je vois qu'il y en a une en attente, dont je vais aller m'occuper de ce pas. Et les 10 dernières secondes qui vous restent, c'est pour nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute de podcast. Alors là, vous ne voyez pas, mais j'avais le sourire, j'étais tellement fier de Néo qui arrive à trouver des pirouettes et des transitions magnifiques pour avancer sur l'émission. Tellement fier de cet accomplissement. Et ouais, et tout ça, donc ça nous amène à la. Alors, pas à la conclusion, parce que, enfin, à moins que tu aies une conclusion sur. Alors, j'avais pas forcément de conclusion. C'était un épisode un peu pêle-mêle où on parlait un peu de sujets en lien avec le numérique en donnant notre avis. Donc ça, la valeur que vous lui accordez, hein, bien entendu. Moi, j'ai beaucoup aimé l'exercice. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé l'exercice et ça permet aussi que vous découvriez un peu plus nos sensibilités et peut-être découvrir des petites choses en lien avec le numérique. C'est toujours ce qu'on cherche à faire lors de ces émissions. J'avais également prévu qu'on parle éventuellement d'outils, de logiciels que l'on utilise qui sont indispensables à notre utilisation des ordinateurs. Mais on peut garder ça pour une prochaine fois. Je vois que l'épisode va déjà durer une durée très confortable. Je vois que là, on est à 1h45. Ouais, on a lancé un petit peu avant. Ouais, si on fait un podcast d'1h30, c'est très, très correct sans invité. Tu veux dire des versions plus courtes? Je parle pas de version plus courte, je parle de version sans la pré-intro que le jeu est coupé. Ouais, bon, j'ai compris. J'aurais pas mes versions courtes. Non, non, par contre, on peut peut-être parler de reco. Est-ce que tu as une reco pour ce mois-ci? Est-ce que j'ai une reco? Alors, c'est toujours pas Free Pro, ma reco, hein, parce que je suis toujours Décidément, pas raccordé c'est un fil au rouge. boulot. Balance ta reco avant, faut que je réfléchisse un petit peu. Yes. Et ben moi, en fait, j'ai pas une, mais deux recommandations. Superbe. Ouais, oui, bah oui, pour pas faire comme tout le monde. Donc la première, c'est un livre. J'ai dévoré, décidément, ces livres. Le livre de Plume qui s'appelle Bike Punk. C'est un livre c'est un roman science-fiction qui raconte l'histoire d'une petite fille qui est née après le Flash. Le Flash en question, c'est un événement qui a coupé tout, tout l'électricité, enfin tout ce qui marchait de manière électrique sur Terre. Et donc l'histoire nous apprendra pourquoi. Et donc c'est l'histoire de cette petite fille qui est née après cet événement et d'un vieux sexagénaire qui lui a connu le monde d'avant
et qui, au contraire de tous ces autres congénères, n'est pas devenu aveugle, enfin n'est pas resté aveugle après le flash. Et le livre nous raconte pourquoi. Ça, c'était ma première recommandation. Donc c'est un peu une Ouais, dystopie ouais, ouais, dans ouais, un c'est monde un ça. peu post-apo, style Fallout ou pas Ah oui, trop, oui, ça m'a non? Ouais. clairement fait penser à Fallout. Ouais, clairement. Après, j'en dirai pas plus parce que je vais spoiler. Et Ne fais pas ça. non, non, je ne veux pas. J'ai quelqu'un qui m'a envoyé l'exemplaire en numérique Ouais, et je vais essayer de trouver du temps pour yes, avancer effectivement. là-dessus. Ouais. Moi, je l'ai effectivement aussi lu en version numérique. Il est dispo en version papier et version numérique. Je vous mets tout ça, enfin, tu mets tout ça en description, parce que c'est toi qui rédiges en général la C'est petite vrai, je fais description. ça, ouais. Qu'est-ce que j'avais dit? Ouais, du coup, on vous met le lien vers le Discord en description. Ouais. Venez nous Le, rejoindre. ouais, le livre de Plume, qui est un, un auteur belge. Et Une fois. une fois, je voulais pas la faire, mais bon. Et que vous pouvez suivre sur Mastodon d'ailleurs. Et voilà pour ma première reco. Et la deuxième, j'en profite avant que tu reprennes le fil. Ouais, ouais. J'ai trouvé des petites vignettes. Je sais pas si les dinosaures, les dinosaures de ce podcast et du Discord, vous avez connu les vignettes qu'on collait sur les pare-brises des voitures. Chaque année, en fait, il y avait une vignette donc, qui était payante, hein, forcément. Et donc, il y en avait qui faisaient la collection. On avait donc 91, 92, 93, 94 et ainsi de suite, collés tout le long du pare-brise. Et donc, il y a des petits malins qui se sont dit que ce serait une très bonne idée de faire des vignettes pour les coller sur nos équipements électroniques. En fait, au-delà du petit clin d'œil à cette période révolue, c'est aussi une manière de montrer que on réduit notre empreinte carbone en faisant durer nos appareils. Il faut savoir que qu'un smartphone, attends, c'était quoi ouais, forcément, j'ai plus la stat. Je vérifierai, mais je crois que c'est un smartphone porte ce qu'ils appellent un sac à dos écologique de 200 kilos. Il faut extraire 200 kilos de matières premières pour fabriquer un smartphone. Et donc, bah, la meilleure manière de réduire son empreinte carbone, c'est de faire durer son smartphone, son ordinateur, son portable. Et donc voilà, je trouvais que c'était une belle méthode. On mettra le lien dans la description aussi. Ok, ça marche. Et toi, du coup? Alors j'ai une reco culturelle. C'est une série que je regarde et qui m'a un peu intrigué parce que j'aime beaucoup le concept. Est-ce que tu connais la série 24 heures chrono qui est passée avec Jack Bauer? Ouais, ça nous rajeunit pas non plus, ça. Ouais, et ben en fait ils ont fait le même concept. Donc en gros un épisode, 1 heure qui se passe dans la série. Ouais, Et ils l'ont fait dans le monde des urgences médicales. d'accord. Où en gros, t'es aux urgences médicales et t'as plein de choses qui arrivent et tu suis une équipe le temps d'une garde. Et cette série, elle s'appelle Le Pit, parce que Le Pit, c'est comme ça qu'ils appellent l'hôpital de Pittsburgh. Ouais, ok. Et en fait, tu suis l'équipe. C'est assez sympa dans le sens où il y a toujours des choses qui se passent, il n'y a jamais de baisse de rythme quasiment. J'aime bien ce côté où en fait c'est pas une série médicale qui est faite comme les autres, ou histoire d'amour, des cas invraisemblables, enfin voilà. C'est une série avec une sorte d'immersion que je trouve sympa, dans le sens où tu vis au même rythme que les gens dans la série. Donc voilà, ça sera ma petite reco culturelle parce que j'ai découvert ça à la sortie, je crois que c'est diffusé sur HBO. Ou si vous trouvez un cousin qui peut vous filer ses DVD du Pit, hein, mais Ouais, ouais. à regarder si vous êtes assez intéressé par ces séries en pseudo temps réel. Ok, bah merci pour ta reco, hein, super Moki. C'est tout naturel. J'ai l'impression qu'on se dirige tout doucement vers cette fois-ci la vraie conclusion. Néo, quelque chose de l'actu, des choses à annoncer, rien de spécial, tout va bien. Tout va bien, pas d'actu particulière. Je joue à Fallout 4. Voilà, on en parlait, le monde post-apocalyptique, j'ai craqué. Ouais. Voilà, Fallout 4 tourne sur ma Steam Deck à mes heures perdues. Très bien. Écoute, moi je suis un peu comme toi, j'ai pas forcément d'actu bouillante, que ce soit sur le réseau ou sur YouTube. Par contre, j'ai déjà hâte d'être au podcast du mois prochain parce que j'espère qu'on aura le temps, on va essayer de trouver du temps pour essayer de construire l'émission que l'on souhaite avec un invité de qualité. On a quelques personnes déjà sur la liste.
On va voir si on arrive à faire en sorte que tout soit faisable. Ouais, c'est vrai que coller trois plannings chargés, ça reste compliqué. Ouais. Oui, parce que voilà, on l'a pas précisé, mais le podcast n'est pas notre seule activité. On ne vit pas du podcast encore, Pas hein. encore. Pas encore. Je pense que c'est à peu près tout pour l'émission d'aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, et c'est sûr, n'hésitez pas à le partager, laisser un avis ou à vous abonner sur vos plateformes d'écoute préférées. Donc, on va les redire Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon et tutti quanti. Et Google Podcast, YouTube Music. Ouais. PodCloud, Ouais, là où on PodCloud est qui est, hébergé. je crois que, je reprends les stats, mais je crois que c'est la troisième plateforme. C'est-à-dire que des gens vont directement sur le lien et. Ok, Ouais, c'est ouais, c'est intéressant. ça. Ouais, c'est ça. Dans l'ordre Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict, Deezer, Amazon Music. J'ai oublié PodCloud en quatrième. Ouais. Ok. En tout cas, sachez que relayer, commenter, mettre des étoiles, c'est ce qui permet à notre podcast d'être visible et voilà, nous encourager aussi dans notre travail. Mm. En attendant, nous, on vous donne rendez-vous au mois d'avril pour une nouvelle émission de la tech dans les nuages. D'ici là, prenez soin de vous et restez curieux. Salut! Salut!